Alors pour ce qui nous concerne, que ce soit les personnes âgées ou les jeunes, c'est le même combat. Donc ce sont des approches qui sont somme toute similaires. Vous allez constater que les conclusions sont également très proches. Les questions au niveau des perspectives et de la pérennisation aussi. Donc en fait, on voit bien, en tout cas, à partir de l'exemple qui a été présenté et celui ceux sur lesquels nous allons nous attarder avec Céline Hamel, ça relève en fait des mêmes process de sensibilisation. Donc il n'y a pas tant à innover, en tout cas, sur les process de sensibilisation, mais bien sur la question des relais. Les voisins ont été soulignés. Voilà, donc comment on va former ces relais, comment on arrive à la formation. Et donc, notre présentation, elle va s'articuler, en fait, en 2 points, justement, avec un exemple très concret, directement avec les enfants, à travers l'exemple qui a été conduit sur Neuilly-sur-Marne, donc dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Et pour ma part, j'évoquerai un petit peu plus la question de la formation. Donc sensibiliser les enfants aux risques majeurs sur les temps d'activité scolaire, eh bien, je me répète, mais ce sont bien des approches, parce qu'il y a un pari de l'appropriation. Donc il n'y a pas une approche unique, il n'y a pas une approche standard, il y a de multiples approches et tout est à prendre. Et tout peut marcher, voilà, donc il y a tout à exploiter. Des risques majeurs, parce que lorsqu'on s'adresse au temps périscolaire, on s'adresse à des enfants plutôt jeunes. Et donc, il est nécessaire, en tout cas, de replacer l'approche des risques de façon globale. C'est quoi les risques ? C'est quoi le risque quotidien ? C'est quoi le risque majeur ? Quels sont les risques majeurs qui sont facilement appréhendables ? Nous, pour ce qui nous concerne, on est rentré par le risque naturel parce que c'est celui qui est le plus facilement illustré, c'est celui qui est le plus récurrent, qui est le plus accessible sur leur classe d'âge. Et donc le risque inondation en particulier, il est particulièrement accessible pour ces jeunes publics-là. Pour quelles raisons on avance, en tout cas on fait des propositions sur les temps périscolaires ? Eh bien c'est parce que les collectivités ont eu à mettre en place, évidemment, l'aménagement des rythmes scolaires. Et donc ces collectivités ont pu être en demande à un moment donné de propositions dans le cadre des temps périscolaires. Et donc, nous sommes arrivés avec des propositions, en fait, pour donner de nouvelles thématiques, en fait, à développer sur ces temps périscolaires. Les collectivités volontaires, lorsqu'elles le sont, souvent nous demandent aussi de la formation parce que les animateurs sont un public particulier qui n'est pas forcément formé à la question des risques et de la prévention des risques et de l'acculturation des jeunes aux risques. C'est un public qui n'a pas forcément l'habitude de la formation continue. Il y a dans les publics d'animateurs de la formation évidemment initiale, mais la formation continue est quelque chose qui est plus difficile à mettre en œuvre en direction des animateurs dans les collectivités parce que ce sont des publics qui n'ont pas l'habitude en fait d'y aller volontairement, à l'exception des responsables de centres de loisirs qui, eux, sont plus facilement mobilisables. Les collectivités ont besoin aussi d'accompagnement, donc c'est la formation, c'est l'accompagnement des actions, en fait épauler leurs équipes pour un moment donné qu'elles puissent véritablement prendre en main la question des risques. Et la question des ressources se pose, et je l'ai posée à la fin, parce que le support pédagogique, il est très intéressant, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'accompagnement. C'est celui qui amène le support pédagogique en direction des jeunes. Et c'est la valeur ajoutée, elle est là. Je veux dire, le support, il peut être un petit peu bancal, peu importe. Si l'accompagnant est formé et volontaire et pertinent, eh bien, ça marche. Donc, évidemment, pour les collectivités volontaires, lorsqu'on a affaire aux collectivités, il faut faire du sur-mesure parce qu'il y a des TAP, des temps d'activité périscolaire, il y a des NAP, de nouvelles activités périscolaires, il y a des centres de loisirs, il y a plein de noms pour ces temps périscolaires. Donc, il faut s'adapter à leur réalité, je reprends les mots de Marion là-dessus, et il faut s'adapter au temps, parce que vous avez des TAP-NAP qui durent 45 minutes, vous avez des TAP-NAP qui durent un après-midi complet, vous avez de la gestion de groupes qui vont des cours préparatoires au CM2, vous avez des gestions par groupe classe, vous avez des gestions par niveau, donc il y a une foultitude de possibilités et on est obligé d'aller au cas par cas quand on rencontre en tout cas ces collectivités.
Et puis évidemment, pourquoi on fait des propositions dans le cadre périscolaire? Parce qu'il y a des enjeux particuliers et le souhait d'une cohérence entre ce qui se passe dans le temps scolaire et dans le temps périscolaire en matière de prévention des risques. Ça veut dire trouver une articulation, par exemple, sur la question des plans particuliers de mise en sûreté. Alors avec qui? Il est important de penser la hiérarchie. Donc les services jeunesse-enfance, il faut qu'elles se sentent mobilisées sur ces questions-là pour proposer en fait la formation à leurs responsables de centres de loisirs et aux animateurs. Et puis, nous nous appuyons évidemment, en tout cas au titre de l'IFO-RME, sur un réseau de personnes formées qui est le réseau RME, Risque Majeur Éducation. Donc un réseau qui est constitué de personnes de l'éducation nationale, de personnes des collectivités, d'associations, etc. Donc un réseau multi-acteurs. Les enjeux, quand même importants, on a affaire aux mêmes enfants dans le temps et hors temps scolaire, et souvent, ils sont encadrés dans les mêmes lieux. Donc cette cohérence, elle a vraiment du sens. Il va falloir pouvoir partager donc, la compréhension des documents d'information qui sont souvent un support à la prévention des risques, à l'éducation aux risques dans le temps scolaire, et donc trouver la façon de l'aborder aussi dans le temps périscolaire. La compréhension des dispositifs de sauvegarde, j'ai cité le plan particulier de mise en sûreté, mais évidemment, il y a aussi à trouver la façon d'aborder le plan communal de sauvegarde à travers ces activités périscolaires. Et donc les exemples que nous allons vous présenter concrètement, en particulier sur Neuilly-sur-Marne, l'articulation, elle s'est faite à partir justement du plan communal de sauvegarde. Bonjour à tous, donc je suis Céline Hamel et je suis en charge des risques majeurs sur la commune de Neuilly-sur-Marne. Donc en 2013, j'ai récupéré ces fonctions avec l'élaboration du plan communal de sauvegarde que j'ai présenté à l'ensemble des chefs de service en novembre 2014. Donc j'ai fait une formation avec l'IFORM en 2014 et du coup j'ai entendu parler de la possibilité de proposer des TAP dans la commune. Suite à ma présentation en fait en chef de service, j'ai rencontré le responsable des services scolaires et j'ai appris en fait que suite à la réforme, nous n'avions pas assez de propositions pour faire des cycles sur tous les temps d'activité périscolaire. Donc le projet a été ensuite proposé à l'ensemble des établissements et 3 écoles se sont portées volontaires pour réaliser ce cycle. Donc il s'agit des écoles Jaurès, La Fontaine et Pasteur, donc ce qui représente pour chaque école environ 20 enfants et 2 animateurs. Pour 2 d'entre elles, il s'agissait de CM1, CM2. Pour l'école La Fontaine, c'était les enfants qui souhaitaient suivre ce cycle, qui marchait sur inscription, et c'était des enfants de CP à CM2. Donc les TAP ont été réalisées de janvier à juin 2015, et sur la dernière école, avec le souhait de la responsable du foyer logement pour personnes âgées, donc le foyer a également suivi ce cycle avec des échanges entre les personnes âgées et les enfants. De même, suite à cette présentation, ma collègue Françoise Lachassine, qui est présente aujourd'hui, du service des archives, souhaitait être associée à ce projet et donc a rassemblé l'ensemble des documents de la ville des crues de 1910 et 1955. Donc le cycle était articulé de la manière suivante. Donc il faut savoir que sur Neuilly-sur-Marne, les enfants sont en TAP le vendredi après-midi, donc sur une après-midi complète, et ils travaillent par cycle de vacances à vacances, donc ce qui laisse 6 à 7 séances de 3 heures. Donc sur la première séance, en fait, j'intervenais directement dans les écoles et je présentais tous les risques majeurs, pas forcément l'inondation, également les risques technologiques. Donc je présentais des photos aux enfants comme celle-ci et ensuite ils faisaient une création, donc par exemple des chants, des mimes. Ensuite, le but de ce cycle était de faire une restitution devant un public. Donc les animateurs étaient libres pour proposer une restitution et ils travaillaient sur 4 séances. Et au milieu en fait, du cycle, nous avions une visite sur les bords de Marne. Donc je vais développer cette visite sur les bords de Marne. Donc dans un premier temps, les enfants repéraient le repère de crue. Ensuite, ils découvraient avec le service des archives l'ensemble des documents collectés. Et enfin, ils repéraient donc les sites
les sites inondables à partir de cartographie et de visites sur le terrain. Donc la ville de Neuilly-sur-Marne est dans le département de la Seine-Saint-Denis. Elle compte 34 000 habitants et s'étend sur 686 hectares. Donc elle compte 153 hectares en zone inondable. Et donc elle est placée avant les communes de Gournay-sur-Marne, de Gagny, de Noisy-le-Grand et de Neuilly-Plaisance. Donc vous avez sur la projection la carte de la ville avec en bleu les zones inondables et en bleu le plus foncé des hauteurs d'eau estimées à 2 mètres de haut. Donc des océans ainsi que des infrastructures stratégiques résident en zone inondable. Donc c'est le cas du commissariat de police, de la caserne des pompiers. De commerce, donc on a le Quick, le KFC, le Auchan, on a un centre équestre, on a un camping, un port. On a un parc départemental de la Haute-Île et on a un hôpital psychiatrique Ville-Évrard. Donc lors de cette visite, les enfants pouvaient repérer ces sites, donc avec une promenade sur les bords de Marne et de la cartographie, donc avec des étiquettes comme nous avons projeté, donc les enfants repérés sur la carte. Sur la diapo, donc je vous ai mis 2 photos, une photo de la crue du 2 juin, donc des bords de Marne, et une photo d'août 2015. Et vous avez sur votre droite, en haut de la butte, en fait, c'est le centre équestre. Donc ensuite, ma collègue des archives présentait les documents collectés des crues de 1910 et 1955. Donc sur la photo de gauche, vous pouvez apercevoir donc, la rue Perche. C'est sur cette rue qu'est implantée notre caserne des pompiers. Et donc la découverte du repère de crue. Donc on a un repère avec 2 petites plaques, donc celle de 1910 à 8,25 m et celle de 1955 à 7,70 m. Donc comme je vous disais, l'étape la plus importante en fait était la restitution. Donc dans chaque école, les enfants ont préparé une restitution et un public était invité. Donc des services de la mairie, le service scolaire, le service des archives, des maires adjoints. Monsieur Maljean, qui est ici présent, était présent aux restitutions, ainsi que la maire adjointe des affaires scolaires, le corps enseignant, les institutrices ou directeurs d'établissement étaient également présents, et des partenaires ont également été invités. Donc on a eu la préfecture de police, le rectorat de l'Académie de Créteil, l'IFO-RME, le PTB Seine-Grand Lac, la mairie de Gennevilliers et des associations, la Croix-Blanche et la Croix-Rouge. Donc en première partie, les enfants présentaient leur restitution et ensuite la Croix-Rouge formait les enfants aux gestes de premier secours. Donc pour l'école Georges Jaurès, ils ont choisi un film. Donc ils ont préparé un film d'une vingtaine de minutes en 6 séquences. Donc ils ont choisi différents risques majeurs. Donc on a un accident dans la forêt, le devoir de commémoration, les inondations, les secours au SDF, une fuite de gaz et les tsunamis. Pour l'autre école, La Fontaine, ils ont préparé une bande dessinée sur les risques de tsunami. Et enfin, pour la dernière école, c'était des affiches présentées aux personnes âgées. Et enfin, donc, la ville a accueilli l'événement Plouf 93 au mois de juin. Donc, les enfants ont été accueillis le vendredi après-midi sur leur temps de tape. Et donc, cet événement était une belle conclusion de leurs travaux sur toute l'année. Donc enfin, moi j'ai fait un bilan de ces tapes que j'ai imprimé et que j'ai également en clé USB. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me demander. Je vous remercie. Donc, dans l'exemple de Céline Hamel, il y a une succession de séquences, d'intervenants sur les séquences. Il y a un travail qui a été co-élaboré aussi avec les animateurs, elle l'a dit. Et en fait, nous, dans le cadre d'un travail que nous avions engagé avec le SPI Vallée de Seine, donc le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles de la Vallée de Seine, nous avions engagé dès 2013 un travail que l'on a intitulé à terme « Risque investigation ». Et en fait, risque investigation, finalement, c'est à peu près
à peu près ce qui a été conduit sur Neuilly-sur-Marne, à la différence qu'il y a un emballage un petit peu différent. Les objectifs sont les mêmes, donc découvrir les risques majeurs, s'interroger sur la vulnérabilité des territoires, apprendre les consignes de sécurité associées, avec dans les méthodes utilisées le fait de vouloir rendre l'enfant acteur de ses propres savoirs et de la prévention des risques, et évidemment d'en faire aussi, si ce n'est pas d'en faire, en tout cas qu'il soit à un moment donné relais auprès de sa famille. Risque investigation, je disais, ça s'est structuré de la même façon. Ça veut dire qu'on retrouve bien les 6 séances, on retrouve bien le rôle prépondérant de l'animateur. Et l'emballage, je vous disais, il est différent à 2 niveaux. C'est qu'en fait, dans risque investigation, il y a une progression pédagogique entre la séquence numéro 1 et la dernière séquence, qui est aussi une séquence de valorisation. Et puis, l'emballage, c'est le jeu de rôle. Donc ce jeu de rôle nécessite à un moment donné que les animateurs se sentent à l'aise non seulement avec des techniques théâtrales, les techniques de l'affabulation, et puis se sentent à l'aise avec le sujet des risques. C'est la raison pour laquelle sur cette démarche risque investigation qui existe en fait de la même façon sous forme d'un livret, il faut le voir comme une boîte à idées dont on peut tout à fait bien s'éloigner d'ailleurs. Et bien risque investigation a donné lieu à de la formation d'animateurs, à la fois en Vallée de Seine, mais également en région PACA. Donc nous avons monté une séance plusieurs séances d'ailleurs de formation sur la Vallée de Seine et 2 séances de formation de 2 jours en PACA, donc l'une à Nice et l'autre à Draguignan. Donc, risque investigation, je vous disais, la question qui peut se poser aussi, c'est comment les enfants perçoivent en fait ces actions-là. Donc, en général, ils sont très contents de la valorisation. Et puis, ça nous permet aussi, à un moment donné, de leur demander ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont pu penser, en tout cas, des activités qu'on leur a proposées. Donc là, vous aviez un exemple d'Adam au Murau qui avait trouvé la fabrication d'un anémomètre amusante, qu'il avait appris un certain nombre de choses et qu'il avait pu en faire état, en fait, à d'autres. J'ai volontairement pris l'exemple de l'anémomètre parce qu'on n'est pas sur l'exemple de l'inondation. Cela pour faire écho au fait qu'à un moment donné, il faut rentrer dans les risques. Et il faut rentrer dans les risques avec des techniques qui conviennent au monde du périscolaire, c'est-à-dire qu'on fabrique des choses. On fait fabriquer des choses aux enfants, on leur met les mains dans le cambouis, on leur donne des challenges. Enfin, c'est une autre façon, c'est pas du tout les codes usuels utilisés dans le cadre scolaire. Voilà. Donc c'est vraiment important parce que la question des risques et l'aménagement des rythmes scolaires donne la possibilité de former et de quelque part professionnaliser des animateurs qui sont parfois pas très bien perçus du grand public. C'est-à-dire qu'on considère souvent que les animateurs, ils sont bons pour faire du sport, pour faire du culturel, du théâtre. Eh bien, ils sont parfaitement capables de faire autre chose et ils le font très bien. Et ils ne passent pas à côté de ces enjeux-là, c'est-à-dire des enjeux de sécurité. Et les formations que nous avons mis en place l'ont vraiment montré. Donc, alors, non, hop, j'avais un petit film. Quel est le rôle du préfet en cas de catastrophe ? Interrogatoire musclé pour le préfet face au risque enquêteur de Maine. Erard Corbin de Mangou devra dire tout sur le rôle du préfet face au risque d'inondation. Et puis se dire, qu'est-ce qui se passe si l'eau monte ? Il y a des gens qui habitent à côté, il y a des activités à côté. Risque investigation, une initiative qui souhaite sensibiliser les enfants aux risques climatiques dans leur département. Qu'ils aient conscience en fait qu'il existe des comportements pour limiter sa vulnérabilité, qu'il existe des acteurs qui interviennent aussi pour éventuellement pour les protéger ou pour travailler sur la prévention. Préfet, sapeur-pompier, maire, directeur d'école, personne n'échappe aux questions des enfants. Après les interrogatoires, vient le moment de la concertation, puis de l'évaluation par les animateurs. Ça leur donne aussi des réflexes par rapport à ces risques-là. Qu'est-ce qu'on fait quand l'eau monte ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui appelle-t-on ? Comment est-on prévenu ? Comment les choses vont s'organiser ? Même si c'est fait d'une manière assez basique, il n'empêche que c'est déjà tout à fait important de leur dire que ça existe et qu'encore une fois, on est tous organisés pour ça. C'est la 2e fois que les jeunes Bénois jouent au risque enquêteur, une activité réalisée dans les temps périscolaires. Et moi, ce que je retiens ici, c'est une initiative extrêmement originale, très pertinente parce qu'elle est tout à fait ancrée sur le contexte.
et surtout aller dans une logique partenariale assez large. Et j'espère, encore une fois, qu'elle pourra faire école. Risque Investigation est encore en phase de test. Seules 2 villes des Yvelines ont décidé sa mise en place. C'est le maire qui signe les autographes. Le préfet espère une généralisation de cette activité dans le département. Une décision qui reste cependant entre les mains des maires. Donc vous voyez, l'activité c'est celle-ci et elle a nécessité la formation des animateurs. Les animateurs ou les responsables de centres de loisirs d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir les deux dans les formations, pas pour les mêmes raisons. Les centres de loisirs se projettent très aisément en fait sur la mise en sûreté, c'est-à-dire la continuité entre le plan particulier de mise en sûreté en temps scolaire et le plan particulier de mise en sûreté hors temps scolaire, alors que les animateurs eux-mêmes se mettent véritablement dans l'action et l'encadrement des enfants. Ces journées, ce sont des journées atelier-action. Ça veut dire qu'on leur présente le dossier, le document dans lequel il y a des fiches activités. Et en fait, au cours de la formation, à un moment donné, on leur demande de réaliser ces activités. Mais on corse un peu le truc parce qu'il ne s'agit pas simplement de monter un anémomètre ou à un moment donné de créer un bassin versant avec du papier d'aluminium. En fait, il faut qu'ils amènent l'activité aux enfants avec le mode qui va bien, c'est-à-dire le mode du jeu de rôle. Donc la formation est accompagnée par une personne qui a une compétence en théâtre. Donc on travaille la forme et le fond. On travaille la forme parce qu'on amène ces animateurs à endosser un rôle qu'ils vont devoir tenir pendant les 6 séances. Des techniques pour le tenir en fait, parce que ce peut être simplement une attitude, ce peut être un tic, c'est un nom, c'est-à-dire qu'au moment où il se présente devant les enfants, eh bien, il va y avoir « là j'en ai marre », il va y avoir « là jambon », voilà, parce qu'il y a des agents enquêteurs, donc on peut, ils s'amusent en fait, ils déclinent le terme de l'agent de multiples façons. Cette formation, évidemment, l'IFO-RME, et en tout cas les formateurs qui interviennent, les acteurs locaux qui interviennent dans la formation, eux sont plus là pour garantir le contenu. La forme, elle est garantie par... en fait, les animateurs connaissent la forme, ils savent comment s'y prendre, on peut leur faire confiance là-dessus. La forme, c'est la personne qui fait l'encadrement théâtral qui va travailler dessus. Nous, on est plus là pour les contenus. Donc, vous voyez, il y a vraiment, à un moment donné, une formation qui se fait à 2 têtes. Et ça, c'est vraiment important pour les animateurs. Donc, évidemment, on leur présente un certain nombre de concepts, mais de façon très légère, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de patience, on va dire, à écouter les concepts. Et on les rend acteurs pour qu'ils se projettent. On leur propose aussi de travailler à partir de supports. Et donc là, je vous en présente juste un, parce qu'il est tout neuf et qu'il est beau. Voilà. C'est Risques à l'affiche. Et Risques à l'affiche, c'est en fait un petit module qui permet de travailler sur l'identification donc, du lieu dans lequel on est, donc l'établissement, et d'identifier évidemment les risques auxquels on est soumis. Alors je vais au moins prendre l'inondation, que je ne vois pas. Ah oui, voilà, hop, merci. Voilà, allez, on va en mettre un petit comme ça aussi, un petit risque techno quand même, soyons fous. Et puis, ça leur permet, en fait, de prévisualiser la fiche qui se trouve en dessous. Donc, je n'ai pas rempli le nombre d'établissements, mais voilà, ils vont obtenir véritablement leur affiche des risques et pouvoir travailler dessus. Évidemment, en complément de cela, il va falloir travailler les conduites à tenir. Mais donc, on met à leur disposition différents supports. Là, je vous présente un support qui a été construit par l'IFORM, mais il existe d'autres supports. Dans le cadre de la formation PACA, on s'est appuyé sur des expositions qui étaient portées par l'Observatoire des risques de la région PACA, qui étaient portées par le CIPRES. Voilà. Donc, on s'appuie sur les ressources existantes. Aussi évidemment et local. Je reviens. Celui-ci ? Voilà. Donc les rendre acteurs pour qu'ils se projettent, je vous disais, ils ont besoin de mettre les mains dans le cambouis, donc de faire véritablement les activités. Donc on leur met à disposition, c'est fréquent dans les formations d'animateurs, mais tout un tas de matériel, et ils vont puiser là-dedans de quoi faire. Alors mon autre film, donc c'est pour vous montrer ce que ça donne là sur la thématique du vent, pour vous montrer à quel point ils saisissent tout ce qu'il y a à comprendre en fait
alors qu'on leur fait pas on leur explique pas en long, en large et en travers les phénomènes. Ils saisissent tout de suite ce qu'il y a d'important à faire passer à l'enfant. Et franchement, moi-même, j'étais très étonnée en fait de leur capacité à sentir ça. Donc je tiens à vous le montrer. Donc sur la question des tempêtes, évidemment, nous avons travaillé la question de la vigilance météorologique, qui a aussi du sens en matière d'inondation. Et vous voyez, donc là, on était sur le vent, donc réalisation d'un cerf-volant, et en fait, le ballon, donc c'est là j'en ai marre, on était quand même sur un environnement un peu sportif, dirons-nous, et bien en fait, la force avec laquelle là j'en ai marre court pour faire voler son cerf-volant, c'est la force du vent, et donc plus c'est fort, plus le ballon, qui est le poids en bout de papier crépon que vous voyez, eh bien le ballon va s'élever. Donc ça montre directement à l'enfant la façon dont la force du vent va plus ou moins soulever des objets. Et la notion de vigilance, elle était transcrite à travers le ballon orange. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le ballon s'élève, le ballon est orange et volontairement orange, c'est pour dire qu'on est en vigilance orange. Donc il y a cette capacité à raconter une histoire à partir d'un objet. Et ça, les animateurs ont cette capacité-là. Et c'était très, très intéressant de voir comment ils ont pris en main les différentes propositions que nous leur avions faites. Alors pour conclure, en fait, entre nos deux, une approche, vous avez vu qu'il y a quand même un certain nombre de points communs. On en a souligné un certain nombre. Donc tout d'abord, il y a l'ancrage territorial. Pour chaque territoire, en fait, on s'est approprié le risque qu'on a présenté dans le cadre de ces étapes. Il y a toujours un porteur, donc une entité officielle, un responsable scolaire par exemple. Pour Neuilly-sur-Marne, c'était moi-même, donc responsable des risques. Il y a une co-construction animateurs et personnes ressources sur les risques qui est indispensable. Il y a une mobilisation des ressources locales, donc des animateurs notamment, mais aussi tous les partenaires de gestion de crise. On a la visite de site qui est importante pour montrer aux enfants vraiment les sites inondables. Et il y a la valorisation du travail par cette restitution. Les questions qui se posent sont les mêmes que précédemment. Comment on pérennise ? Parce que comme souvent dans les projets, l'action, elle est liée à la bonne volonté d'individus. Voilà, donc comment on pérennise le système? On n'a pas totalement la réponse. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, en continuant de former des relais, en sensibilisant les services qui ont en charge le scolaire et le périscolaire à la question des risques, on arrive à créer l'envie de travailler sur ces questions-là. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le travail sur les relais est un élément qui permet de pérenniser. Une autre question qui s'est posée, c'est en quoi, à un moment donné, le travail dans le cadre périscolaire peut aussi devenir un indicateur pour les papilles. C'est-à-dire que dans le cas des papilles, on essaye de diagnostiquer un petit peu l'état avant le papy, et puis l'état au milieu de papy, et puis à la fin du papy, faire l'évaluation de ce que cela a pu apporter en direction des différents publics. Bon ben voilà, à un moment, comment on peut évaluer, en tout cas rentrer dans ces diagnostics, le travail qui peut être développé dans le cadre périscolaire. Est-ce qu'il faut s'appuyer en termes de diagnostic sur le rendu des collectivités et des élus, ou est-ce qu'on s'intéresse aussi à la cible animateur, ou est-ce qu'on s'intéresse à la cible responsable de centre de loisirs? Voilà, on peut se poser des questions, en tout cas dans le cadre du papy, pour savoir comment évaluer véritablement les actions qui sont conduites dans le cadre périscolaire. Donc je sais qu'on va bien travailler avec Georges, mais voilà, ça fait partie quand même des questionnements que l'on peut avoir. Et je redis quelque chose qui a été déjà dit, mais véritablement, ces acteurs-là ne sont pas à sous-estimer, parce qu'ils ont une force de frappe que nous n'imaginons ou ne soupçonnons pas forcément. Voilà. Je voudrais quand même souligner le travail exceptionnel qu'a fait Madame Hamel dans le cadre de la sensibilisation des jeunes enfants. Je dois dire que les jeunes enfants ont bien mordu à ces exercices, aux exercices, mais par contre on a trouvé certaines difficultés, c'est du côté de l'éducation nationale. Parce que, vous le savez tous, l'éducation nationale, c'est une maison un peu à part,
Et dans l'action pédagogique, ils considèrent que c'est leur domaine réservé, et dès qu'on y met un peu le pied ou le nez, ça les dérange. Donc je dois dire que si on doit refaire cette opération-là, j'ai rencontré dernièrement l'inspecteur l'IEN départemental de Neuilly-sur-Marne, qui lui me dit qu'il faut qu'on se prépare bien avant pour cibler d'une part les écoles que vous l'aviez fait. D'ailleurs, je dois dire qu'il y a une des 3 écoles qui s'est lancée suite à cette opération-là dans le concours d'abord départemental, puis régional, puis à l'heure actuelle, ils sont qualifiés national pour le pacte d'environnement durable. Donc, ils ont quand même été un peu concernés. Et en ce qui concerne le périscolaire, c'est beaucoup plus dur. Je crois que là aussi, il faudra que la municipalité s'implique un peu plus si on refait l'opération, parce qu'il faut savoir que les temps d'aménagement périscolaire, c'est pas facile. Donc on n'a pas toujours affaire aux mêmes enfants. Les animateurs, ça bouge sans arrêt. Donc ce qu'il faudrait, c'est bien cibler sur une population de façon à pouvoir avoir une action durable. Et puis il y a une chose aussi d'important, c'est ça, vous le savez, qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui sont impliqués ou qui s'impliquent dans la prévention des risques naturels. Bon, mais il a fallu quand même ramer pour organiser ces manifestations. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que normalement, les enfants doivent attirer les adultes. Eh ben, on n'a pas eu l'impression que c'était vraiment le cas. Que les parents, ils ont découvert qu'il y avait des risques là il y a environ 3 semaines. Hein. Comme je disais ce matin, c'est quand ils ont les pieds dans l'eau qu'ils s'aperçoivent que vraiment il y a des raisons, disons, à les prévenir. Donc là encore une fois, je pense qu'il faudra qu'on s'attache à une certaine information en profondeur vis-à-vis du public, même du personnel communal. Madame Hamel avait fait une visite pendant les heures de repos du personnel communal. Vous aviez vu pratiquement pas grand monde. Ouais. Bon. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut, disons, mobiliser, parce que la réussite de la sensibilisation de la population, c'est vrai que ça passe par les enfants, mais il faut vraiment que tout le monde soit mobilisé autour de l'opération et pas laisser seulement 1 ou 2 personnes s'en occuper. Voilà ce que je voulais dire. Juste pour dire, alors, votre conclusion, le fait qu'il faut multiplier les actions, alors là, on est 100% d'accord. Après, il y a 2 choses différentes. Il y a ce qui s'est passé dans le cadre des temps périscolaires et il y a l'événement Plouf. Et ce sont 2... Alors, Neuilly-sur-Marne a créé un lien entre ces 2 événements. L'éducation nationale n'a pas été hors de l'événement Plouf, puisqu'ils ont même animé, en fait, contribué à l'animation d'un atelier sur Plouf Neuilly-sur-Marne. Donc, il faut quand même souligner les efforts qui sont faits. C'est effectivement pas naturel pour l'éducation nationale de reconnaître ce qui se passe dans le périscolaire. Mais l'inverse est vrai aussi. Parce que je peux vous dire que dans les formations, la première heure, c'est hockey choral. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez les animateurs qui déballent tout leur ressenti et leur ressenti de non-considération auprès des représentants de l'éducation nationale, puisque sur nos formations, nous les avons forcément à nos côtés. Et inversement, l'éducation nationale, quelque part, explique à quel point ils sont détenteurs et du savoir et de la pédagogie. Voilà, donc il y a à un moment donné un flottement systématique dans les formations où ces 2 publics se rencontrent et finissent quand même par se parler. Donc tout n'est pas désespéré. Alors, il y a une question que je me pose depuis plusieurs mois, c'est est-ce que l'IFO-RME, alors que ce soit sur le temps d'activité périscolaire ou peut-être sur le temps scolaire, je ne sais pas, a réfléchi au fait de travailler avec les réservistes de l'éducation nationale. Donc est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à une conclusion ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été abordé? La réserve existe depuis 1 an à peu près, sauf erreur de ma part. Non, on n'a pas encore investigué cela, donc c'est à faire.